bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, les funérailles nationales de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, décédé le 18 août à Berne en Suisse à l'âge de 80 ans. Les hommages à l'ancien diplomate affluent dans le monde entier. Les funérailles du prix Nobel de la paix se sont tenues ce matin à Accra, au Ghana, son pays natal. De nombreuses personnalités étaient présentes. Nous reviendrons avec nos invités sur la longue carrière de Kofi Annan à l'ONU, sur sa marque au sein de l'organisation et sa gestion des conflits en tant que secrétaire général entre 1997 et 2006. La question de la monnaie au cœur du débat au Zimbabwe. Le gouvernement veut réintroduire le dollar national abandonné en 2009. Pour accompagner ce retour, le ministre des Finances annonce sa volonté d'une réforme fiscale et la réorganisation aussi de la dette du Zimbabwe auprès de ses principaux créanciers. Harare en état d'urgence sanitaire. L'épidémie de choléra se propage au Zimbabwe. 24 décès en seulement une semaine. Le gouvernement interdit tout rassemblement public dans la capitale. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, M. Hamidine Khan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. À mes côtés, M. Maxime Sommet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre du Burkina Faso et enseignant-chercheur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau également, M. Augustin Tchamini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en droit et avocat au barreau de Paris. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. Le monde entier se souvient de la vie et de l'héritage de l'ancien secrétaire général des Nations Unies au Ghana, pays natal de Kofi Annan, décédé le 18 août. La population et plusieurs personnalités lui ont rendu un dernier hommage ce jeudi matin lors des obsèques nationales du prix Nobel de la paix, premier dirigeant de l'ONU issu de l'Afrique subsaharienne. Nous reviendrons avec nos invités dans quelques instants sur le long parcours de Kofi Annan sur la scène diplomatique internationale. Mais avant cela, voyez ce sujet préparé par Sharon Camara sur la cérémonie de ce matin. Après 3 jours de deuil national au Ghana, les obsèques de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, ont eu lieu ce jeudi 13 septembre 2018. La cérémonie s'est tenue au Centre international de conférence d'Accra, la capitale ghanéenne. Disparu le 18 août dernier, Kofi Annan était âgé de 80 ans. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour rendre hommage à mon père. C'est un honneur mais aussi un privilège de l'avoir eu comme père durant ces 45 dernières années. Pour le reste du monde, il était Kofi Annan, personnalité publique. Pour moi, il était simplement mon père, mon héros. Durant ces dernières semaines, beaucoup de déclarations ont été faites sur les actions de mon père, mais aujourd'hui, je veux partager qui il était en tant que mon père. Mon père avait foi en l'humanité. Il croyait en notre capacité de voir au-dessus des différences afin de créer un monde plus juste. Afin de rendre hommage à Kofi Annan, figure internationale, considérée comme l'une des plus grandes personnalités ghanéennes, sa famille, mais aussi de nombreux acteurs de la communauté internationale étaient présentes, parmi lesquels le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et son épouse, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, le portugais Antonio Guterres. Depuis le choc de l'annonce de la mort de Kofi Annan, j'ai beaucoup réfléchi sur les choses qui l'ont rendu si exceptionnel. Et pour moi, Kofi Annan était unique en son genre et il était l'un de nôtres en même temps. Il était un excellent leader et n'importe qui dans le monde pouvait s'identifier à lui. Toutes ces personnes dans le monde victimes de conflits et de guerres ont toujours trouvé en lui un allié. Kofi Annan a dirigé l'Organisation des Nations Unies de 1997 à 2006. Il a été la première personnalité subsaharienne à la tête de cette institution internationale. Durant sa carrière, il a agi en tant que médiateur dans plusieurs conflits qui ont marqué l'histoire, tels que les guerres en Irak et en Afghanistan, et plus récemment dans la crise politique kenyane de 2008 en tant que diplomate. Les funérailles se sont donc déroulées ce jeudi matin à Accra, la capitale ghanéenne. Et le président ghanéen a décrit Kofi Annan comme l'un des hommes les plus illustres de sa génération. Maxime Sommet, que laisse Kofi Annan comme héritage? Quelle est finalement sa marque? Qu'est-ce qu'il laisse comme marque sur la diplomatie internationale finalement? C'est toujours difficile et facile en même temps. Lorsqu'un illustre personnage nous quitte, il y a des éloges. Parfois on dit c'est la langue de bois. Mais en toute simplicité, ce qui est la marque de Kofi Annan,
C'est-à-dire que c'est le fait, il était un poste important, mais il savait être humble, humain, écouter les autres, et ses idées fortes, c'est les partager avec les autres, pour qu'on puisse. C'était un leader. Ce n'est pas quelqu'un, parce qu'il était à un poste important, qu'il essayait de dominer. C'est dans l'organisation où il se trouvait, c'est laisser la place à chacun de s'exprimer. Et je pense que ça, c'est important. Ce qui manque dans les générations de dirigeants actuels, c'est... Nous pensons que lorsqu'on est aux affaires, on est seul à avoir raison. Même quand on a une conviction, il faut savoir partager. Et c'était ça, je pense, c'est une des forces de Kofi Annan, d'avoir vu comment fonctionnait l'ONU de l'intérieur et remettre en application dans les négociations internationales, dans le fonctionnement du Conseil de sécurité, dans le fonctionnement de l'ONU en tant que tel, parce qu'il y a des tensions, mais il fallait écouter tout ce monde-là, l'écoute et l'humilité. Moi, je pense que c'est sa force. On peut beaucoup dire, mais c'est ça qu'il nous donne comme conseil si on veut être des dirigeants et des... Voilà, aujourd'hui. Augustin Tchamedi ou Hamedine Kane, un mot sur l'héritage de Kofi Annan, sa vision peut-être du monde, la vision qu'il avait. Oui, bon, lui, il avait une vision très bipolaire et puis généralement, il ne s'empêchait pas de s'opposer aux grands pays. Il ne s'empêchait pas de s'opposer aux grands pays. Aux États-Unis, il s'est opposé à maintes reprises pour la guerre de... Donc en Irak en 2003. En Irak. Et puis aussi, il a marqué son empreinte, justement, cette grande institution mondiale. Il disait régulièrement que les grands pays n'ont pas vocation à dominer les peuples, mais surtout à servir le monde. Ça, c'était d'ailleurs une pensée d'Henry Truman. Il répétait ça à sa guise. Et puis, bon, de toute façon, il faudra savoir quand même que, indépendamment du fait qu'il soit africain, il a marqué quand même les esprits à travers le monde. Ça veut dire qu'il a eu un prix Nobel. C'était la première fois, avec l'ONU, bien entendu. Et puis, là où il partait, il était respecté. Dans tous les pays du monde, que ce soit en Chine, en ex-Union soviétique, ça veut dire en Russie, ici en Occident. Et puis, il ne s'empêchait pas de dire la vérité, justement, aux grands dirigeants de ce monde. Et ça, c'est une force que beaucoup d'anciens secrétaires généraux de l'ONU n'ont pas eue ou n'ont pas osé. Lui, il s'opposait farouchement à certains qui voulaient dominer, par exemple, ou bien par la parole, ou bien par les actes. Il disait que non, il y avait l'ONU qui était là et l'ONU devait compter au-dessus de tout. Donc ça, je crois qu'il faudra lui en être gré. Et puis dire aussi au monde que l'Afrique a toujours donné une contribution beaucoup plus humaine des choses, une vision beaucoup plus humaine des choses. Pas seulement Mandela. Mandela a donné une ampleur mondiale, ça veut dire on a vu ce qu'il a fait. Et puis Kofi Annan est venu rajouter une couche de plus pour dire au monde, il faudra aussi écouter l'Afrique, parce que l'Afrique a de grands hommes, l'Afrique a de grands talents, et l'Afrique peut donner justement des conseils qui vont dans le bon sens pour l'avenir de l'humanité. Augustin Tchamedi, Hamedine Kane évoquait il y a quelques instants cette intervention américano-britannique en Irak en 2003 et là aussi Kofi Annan a su finalement montrer son indépendance à ce moment-là. C'est une séquence particulière dans sa présidence de l'ONU à ce moment-là. Sauf qu'il ne l'a pas empêché. Mais cela étant, ça reste un homme qui a eu beaucoup d'autonomie dans ses positions et qui a donné effectivement à son poste de secrétaire général des Nations Unies une dimension très exécutive et, j'allais dire, une dimension qui est pas directive parce que la fonction ne s'y prête pas, mais en tout cas qui consiste à donner une vision relativement objective des situations qu'on peut penser déjà tranchées. C'est le cas par exemple de l'intervention en Irak, où si ça ne tenait qu'à lui, effectivement, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Même si l'explication la plus logique à cela était le fait qu'il était déjà en amont en train de préparer une sorte de sortie de tension entre
entre l'Irak, entre les positions assez menaçantes de Saddam Hussein et les positions menaçantes de Bush sur une potentielle intervention. Donc, j'ai regardé récemment un reportage sur Kofi Annan où il expliquait effectivement que quand il avait commencé à rapprocher les deux parties pour empêcher qu'il y ait eu cette intervention, il y a eu l'attentat de World Trade Center en 2011 qui est arrivé et qui a battu en brèche finalement tous ces efforts. En 2001, pardonnez-moi, c'est vrai que 2001, qui finalement a ébranlé tous ces efforts et du coup c'était le prétexte béni pour les États-Unis pour intervenir en Irak, alors que tous les efforts de Kofi Annan c'était finalement d'éviter cela. Oui, donc c'était un homme qui avait des positions assez affirmées et qui n'hésitait pas à les affirmer et à les porter, mais seulement la fonction qu'il occupait ne lui permettait pas effectivement d'aller au-delà. Je finirai en disant simplement qu'il a par exemple souhaité que le Conseil de sécurité des Nations Unies soit ouvert à d'autres peuples que les grandes puissances, mais il n'y est pas parvenu non plus. Finalement, il s'est heurté aux limites même de l'institution qu'est l'ONU. Hamidine Kane, vous voulez intervenir ? De toute façon, l'ONU, c'est, comme on le disait, comme l'a dit De Gaulle, c'est un machin. Ça veut dire que c'est un rapport de force qui est. Et puis ce rapport de force est au détriment justement des pays faibles et puis surtout du continent africain. Il n'en demeure pas moins cependant qu'il a œuvré, par exemple, même après son départ, dans le conflit post-électoral au Kenya. C'est lui qui est venu à bout pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Sans ça, ça allait être un massacre. Et puis la division du Kenya totalement. Sans lui, d'ailleurs, les Kenyans lui en sont gré. Et puis, à part ça, il est dans beaucoup d'autres organisations, par exemple l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, qui est financée par la fondation Bill et Melinda Gates, avec la fondation Rockefeller. Et puis, il est aussi sur le panel pour l'Afrique. Donc, le panel pour l'Afrique, c'est pour que l'Afrique aille de l'avant démocratiquement et puis que les gens se tournent vers l'Afrique pour avoir une vision beaucoup plus positive du continent africain. Tout ça fait de sorte que c'est un homme qui est respecté. Hormis, par exemple, il y avait eu une petite intervention, mais là, il était secrétaire général adjoint lorsqu'il y a eu le conflit, justement, au Rwanda. Oui. Mais bon, ça, il y avait un autre qui était à sa place, qui devait prendre les résolutions les plus effectives, mais ça n'a pas été fait. Sauf qu'il était, à ce moment-là, il était sous-secrétaire général, mais qui était chargé, justement, de maintien de la paix. Donc, je pense que ça fait... Et là, toujours dans le même documentaire dont je faisais référence tout à l'heure, j'ai vu, effectivement, qu'il a été marqué par cet événement. Il a regretté, absolument. Où il n'a pas été assez actif et n'a pas pu empêcher le désastre qui s'est produit. Alors effectivement, Maxime Sommet, l'épisode le plus sombre de sa carrière, véritablement, ça restera sans doute le génocide rwandais en 1994. Oui, ça l'a marqué profondément, mais il y a d'autres en tant que secrétaire général adjoint chargé de la paix. Et il semble, à un moment donné, il a réfléchi longuement en disant... Est-ce que je ne me retire pas? Il dit, mais si je pars, ça va être le chaos, je dois continuer. Et là, on parlait de ce qui n'a pas fonctionné, mais il a réussi quand même à maintenir, j'allais dire, on parlait de puissance, qui menaçait de se retirer. Il se posait la question, c'est qui finance? Si, il fallait savoir ménager, comme dit la chèvre de chou, il a réussi à régler ça. Ben, bon, passe aux envies que les gens avaient au Rwanda, etc., ils ne pouvaient pas tout régler. Donc, ça l'a marqué humainement. Il a considéré comme un grand échec dans sa vie. Alors, il l'a souvent répété, Hamidine Kane? Oui, il l'a répété. Bon, et puis ça, c'est des accidents de l'histoire. Bon, à part ça, le conflit du Rwanda, on savait qu'il y avait il y avait aussi d'autres enjeux qui étaient là. Lui, il était secrétaire général adjoint chargé justement de cette partie justement de l'organisation, la paix et puis les conflits. Il n'a pas pu faire grand-chose, mais c'est les grandes puissances qui devaient s'en occuper. Le génocide, on l'a vu venir. En 1994, on l'a vu venir, mais les choses n'ont pas été faites convenablement. Bon, ça, c'est le monde entier qui le regrettera, hein, parce que c'est le plus grand génocide du XXe siècle. Ah oui, du XXe siècle. Donc, plus d'1 million de morts, voilà. Donc, et ça s'est passé dans le continent africain. Donc, mais
en prenant globalement le travail qu'il a fait, il faudra lui en être gré. C'est un grand Africain, il faudra lui rendre honneur et puis dire que les Africains sont en mesure de prouver au monde et puis de donner au monde des gens qui puissent, par exemple, donner le chemin et puis faire avancer le monde dans une vision beaucoup plus positive. Parce que le monde, comme il l'a dit tout récemment, que le monde presque va vers une issue méconnue. Parce qu'il l'a dit récemment, avec les conflits, avec l'arrivée de nouvelles têtes chaudes comme Trump au pouvoir. Donc il a dit qu'il faudra que le monde fasse attention, très attention, parce que les lendemains peuvent être déchantants. Donc ça, il faudra qu'on y fasse attention et puis qu'on ait une vision beaucoup plus positive, qu'on essaie de voir globalement ce qu'il a fait. Et puis globalement, il a fait de très bonnes choses et puis on l'en remercie pour le monde entier et pour le continent africain d'une manière générale. Mais ce qui a surtout marqué les gens dans le cas de Kofi Annan, c'est qu'avant qu'il ne devienne secrétaire général des Nations Unies, c'est quelqu'un qui était totalement inconnu du public. On a souvent vu qu'à ce poste-là, on portait les hommes politiques, les hommes d'État relativement connus, mais lui, c'était un fonctionnaire des Nations Unies, même s'il était dans l'organisme depuis 1962. Il a occupé des fonctions à l'interne et le propulser en tant que secrétaire général des Nations Unies a permis effectivement non seulement d'une part parce qu'il était africain, mais surtout aussi d'autre part parce qu'avant cela, il n'était réellement pas connu du grand public. Et loin s'en faut, il n'a pas du tout été un amateur à ce poste-là. Il a exercé avec beaucoup d'humanisme. Et ce qui effectivement marque la période de M. Annan, c'est que lui, son humanisme justement s'est transpercé et est même apparu dans ses actions. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu un monde qui est pacifié et où on ne puisse pas faire la guerre. Et je pense que c'était quelque part aussi un peu utopiste de sa part de penser qu'il pourrait régler les affaires sans pour autant qu'on ait à avoir des interventions qui nécessitent l'utilisation de la force. Donc je crois sur ce point de vue, de ce point de vue-là, il avait un côté un peu utopiste de sa fonction, mais il a aussi un très grand humanisme qui a permis d'éviter certains conflits et aussi d'ordonner certains d'autres, parce que on se rappellera que quand Bill Clinton intervient en ex-Yougoslavie, c'était aussi avec le soutien de Kofi Annan. Et je pense que quand il était nécessaire d'intervenir, de faire la force, il était en mesure de recommander cela. On regrettera aussi qu'il n'ait pas réussi pour ce qui concerne le continent africain, qu'il n'ait pas réussi d'imprégner de sa sagesse ou alors de son pouvoir pour faire en sorte que les instabilités politiques en Afrique soient réduites, ne serait-ce qu'en invitant, par exemple, il a tenté de le faire pour Mugabe, en invitant Mugabe, par exemple, en lui proposant de quitter le pouvoir en échange d'un asile politique. Il n'a pas réussi, mais il n'a pas non plus réussi à imposer cela en faisant, par exemple, adopter au sein du Conseil national. Maxime Sommet, je sais que vous voulez intervenir, mais on va marquer une très courte pause et on continue bien sûr de parler très très largement du parcours de Kofi Annan et de ses funérailles donc, qui se sont tenues ce jeudi matin à Accra. Mais avant cela, on va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.